Salutations, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo book haul, derniers achats. C'est vrai que normalement les derniers achats que je fais, j'essaye de les insérer maintenant à la fin des vidéos vlog, mais là le truc c'est que j'ai fait pas mal d'achats donc ça aurait été très long et pas très faisable, donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo à part. J'ai conscience que c'est pas les vidéos les plus fondamentalement intéressantes puisque l'essence même du projet consiste quand même à montrer des livres que l'on n'a pas lus. Cependant j'ai reçu quelques messages récemment qui me demandaient comment je choisissais mes livres, notamment au niveau des essais, donc je me suis dit que cette vidéo ça pouvait aussi être l'occasion de vous expliquer peut-être à travers certains exemples comment je choisis les titres et comment je trouve les essais et les romans que je lis. Voilà. Du coup on a déjà le Pavillon d'or de Mishima. Mishima c'est un auteur dont je ne vous ai encore jamais parlé sur cette chaîne ni même sur Instagram si je ne m'abuse. Toutefois c'est un auteur que j'aime beaucoup, j'ai lu La Confession d'un masque quand j'étais jeune, quand j'étais au lycée, et ça avait vraiment été une lecture extrêmement marquante. J'avais trouvé que le traitement qui était fait de l'autobiographie, que l'honnêteté qui était mise en place était extrêmement intéressante, et c'était vraiment un livre oui, qui m'avait marqué encore une fois. Mais le truc c'est que comme c'était une lecture qui était très marquante, j'avais toujours hésité à lire un nouveau livre de Mishima, notamment Le Pavillon d'or qui est quand même souvent présenté comme un de ses grands romans avec La Confession d'un masque, et là je l'ai vu dans ma librairie d'occasion, enfin ça faisait longtemps que je le voyais dans la librairie d'occasion, mais cette fois-ci je me suis dit qu'il était temps de se lancer, donc je l'ai pris. En plus il était que 2 €, donc c'était l'occasion. Autre livre qui me tente depuis très longtemps, c'est Le Vice-Consul de Marguerite Duras. Alors ça c'est un livre un petit peu paradoxal parce que c'est un livre dont je n'entends que ou presque que des critiques négatives, si ce n'est extrêmement négatives, parce que Le Vice-Consul c'est souvent un livre qui, quand on me dit qu'on n'aime pas Duras, revient. En fait les gens qui n'aiment pas Duras souvent ont lu Le Vice-Consul et citent Le Vice-Consul comme étant véritablement la pire des choses qui existent sur cette planète, une des pires œuvres littéraires jamais écrites. Et pour ma part, comme je l'ai déjà dit, j'avais déjà fait des vidéos dans lesquelles je vous parlais de livres de Duras. Duras c'est une autrice que j'aime beaucoup, que je trouve très intéressante, qui a beaucoup compté pour moi. Un barrage contre le Pacifique, c'est un de mes romans préférés. Le ravissement de Lolwestein, qui est un autre de ses romans, c'est un livre que je conseille très souvent, que je trouve très intéressant. Donc voilà, c'est vrai que moi, Duras, c'est une autrice que j'apprécie énormément, et donc j'étais assez curieuse de voir le pourquoi on la déteste, de comprendre, et donc de lire Le Vice-Consul, qui est un livre pas du tout aimé, en tout cas de ce que j'en ai entendu. Ensuite, j'ai également acheté ce gros roman classique de la littérature indienne, qui est Gora, de Tagore. Donc Tagore, c'est un auteur qui est très important dans la littérature indienne. Alors je précise que je suis pas du tout une spécialiste de la littérature indienne, hein, donc mes connaissances sont très superficielles, mais de ce que je connais de la littérature indienne, Tagore c'est vraiment un auteur qui est très important. C'est d'ailleurs le premier auteur indien qui a reçu, il me semble, le prix Nobel de littérature au début du XXe siècle. Et Gora c'est un peu le livre de Tagore, le chef-d'œuvre écrit par Tagore. Pour ma part, j'ai une relation un peu compliquée avec Tagore, c'est-à-dire que j'ai lu un roman et un recueil de poésie. Le recueil que j'ai lu de Tagore, c'était Le Jardinier d'amour et la jeune lune, qui est donc un recueil de poésie que j'avais beaucoup aimé. Et le roman que j'avais lu de Tagore, c'était La maison et le monde, que pour le coup j'avais détesté. C'était même un livre que je n'avais pas terminé, il me semble, tellement ça m'avait agacé. J'avais trouvé vraiment que les personnages étaient pas terribles, vraiment très agaçants, et que l'histoire en tant que telle était pas terrible non plus. En tout cas, ne suffisait pas pour rattraper le degré d'énervement que créaient en moi les personnages. Donc c'est vrai que du coup, vis-à-vis de Gora, j'étais un petit peu mitigée, dans une sorte d'entre-deux. À la fois, j'avais envie de continuer à découvrir Tagore. Faut aussi savoir que je suis une très grande fan des gros romans indiens, un peu fresques, etc. C'est vraiment un truc qui me plaît beaucoup et que je trouve toujours très intéressant, très immersif, enfin voilà. Mais de l'autre, c'est vrai que la seule expérience que j'avais eue avec les romans de Tagore avait pas été terrible, donc j'étais un petit peu dans un entre-deux et je n'osais pas passer le pas et m'acheter Gora. Autre livre, même si cette fois-ci c'est plutôt 3 livres en un puisque c'est une sorte de trilogie que je vois depuis très longtemps dans ma librairie d'occasion, qui me fait très envie, je lorgne un petit peu dessus et ça y est, j'ai décidé de les acheter. C'est les 3 tomes de l'autobiographie d'Elias Canetti. Donc Elias Canetti, c'est un auteur qui a reçu le prix Nobel de littérature et qui est un petit peu particulier parce que, alors déjà c'est un Bulgare qui a émigré en Allemagne, je crois, donc qui a écrit, en tout cas qui a écrit en allemand.
C'est pour ça qu'il est affilié à la littérature allemande. Et c'est aussi, en plus d'être un écrivain, enfin en plus et surtout, c'est un anthropologue. Donc je dois avouer que je n'ai pas lu ses textes d'anthropologie. Pour ma part, le livre que j'ai lu de lui, c'était une sorte de recueil d'aphorismes, d'extraits justement aussi de ses mémoires, qui s'appelait Le livre contre la mort. Ça avait été une lecture un peu en demi-teinte. J'avais trouvé que c'était assez intéressant, j'avais beaucoup aimé la plume. J'avais pas trop accroché par contre avec le format. Je vous avais d'ailleurs parlé de ce livre en vidéo, je crois, donc si vous voulez aller voir et avoir un avis un peu complet, un peu plus que ce que je vais vous dire là en tout cas, sur le livre contre la mort, allez voir cette vidéo. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pendant cette lecture, si en elle-même ça avait pas été une lecture excellente dont je me rappellerai jusqu'à mon dernier soupir, ce qui est sûr, c'est que j'avais trouvé que le personnage qui se dégageait était extrêmement intéressant, et puis encore une fois la plume m'avait aussi beaucoup plu, donc j'avais eu envie de voir du côté des autres textes d'Elias Canetti, et ce qui est notamment connu chez lui, ce sont ses mémoires, donc voilà, en tout cas cette fois-ci je les ai, donc je pourrais les découvrir un de ces jours, et voilà. Ensuite, j'ai également passé une commande pour acheter des livres en anglais, donc des livres que je voulais depuis très longtemps et que je voulais lire en anglais, donc il y en a 3. Donc le premier c'est celui-ci, c'est The Catcher in the Rye de Salinger. Je suppose que j'ai prononcé correctement ces mots ensemble, mais je n'en ai aucune certitude, mais nous allons partir du principe que ça a été prononcé correctement. C'est un livre dont, comme un petit peu tout le monde, je pense, j'ai beaucoup entendu parler, mais dont je ne sais pas grand-chose en réalité, c'est-à-dire que je ne sais même pas quelle est l'histoire, quel est le point de départ de ce livre, je n'en ai absolument aucune idée. Je dois peut-être faire partie des rares personnes sur cette planète à être dans cette situation, mais c'est le cas. En tout cas, c'est vrai que c'est un livre qui m'a toujours un petit peu intriguée, et en plus il est pas trop long, donc je m'étais dit que ça pouvait être une bonne idée d'essayer de le lire en anglais. En tout cas, c'est un de mes projets, alors pas un de mes projets à très court terme, mais un jour je lirai ce livre. Ensuite, deuxième livre que je voulais me procurer en anglais, c'est celui-ci, donc Dubliners de James Joyce. James Joyce, c'est un auteur irlandais, ça je pense que tout le monde ou presque est au courant, mais au cas où je vous le dis. Et c'est un auteur qui est connu pour avoir écrit Ulysse, que pour ma part j'ai lu cet été. Alors j'ai lu en français Ulysse, je compte lire un jour Ulysse en anglais, mais pas tout de suite, je ne suis pas encore prête, je pense, donc nous ferons ça, mais ultérieurement. Et donc j'avais très envie de continuer ma découverte de Joyce, puisque Ulysse c'était le premier livre que je lisais de lui, et j'ai vu qu'il avait écrit Dubliners, et que Dubliners est plutôt bien noté, plutôt plébiscité, donc j'ai plutôt hâte de le découvrir, et je me suis dit que ce serait peut-être aussi l'occasion de découvrir le style de Joyce en langue originale, donc je l'ai acheté en anglais. Ensuite, autre livre que j'ai pris en anglais, c'est un livre dont j'entends parler depuis très longtemps et que là encore j'ai très envie de lire. En même temps, c'est des livres que j'ai achetés, donc il y a peu de chances que je sois là, c'est un livre que j'ai acheté mais que je n'ai pas du tout envie de lire, qui ne m'attire absolument pas, ce serait un petit peu illogique. Il s'agit de In Cold Blood de Truman Capote. Là encore, c'est un livre excessivement connu. Il me semble que c'est une sorte de réécriture d'un fait divers qui s'est passé en 1959 si j'en crois le résumé, mais honnêtement je n'en sais pas plus, donc on va arrêter ici les extrapolations et les tentatives de résumé un peu foireuses, puisque je ne sais pas précisément de quoi ça parle. En tout cas, c'est un livre qu'on m'a beaucoup conseillé et qui, je crois, de ce que j'ai cru comprendre sur le regard qu'il porte sur la question des faits divers et des faits divers criminels, peut être intéressant, donc j'espère pouvoir le lire très bientôt. Et dernier livre en anglais, alors ça pour le coup c'est un livre que j'ai déjà lu mais que j'ai décidé de racheter en anglais cette fois-ci, c'est Anna Karénine de Léon Tolstoï. Donc comme je l'ai dit juste avant, Anna Karénine c'est un livre que j'ai déjà lu il y a très longtemps quand j'étais au lycée, et j'avais été plutôt déçue par ma lecture d'Anna Karénine. Alors en plus moi je suis plutôt très fan de Tolstoï, honnêtement, j'aime beaucoup Gare épais par exemple, c'est un livre que je trouve vraiment génial. J'aime bien aussi Résurrection et puis d'autres nouvelles que j'avais pu lire de lui par-ci par-là, mais dans le cas d'Anna Karénine j'avais vraiment bloqué en fait, j'avais eu du mal. Alors c'est une lecture que j'avais terminée et que j'avais quand même pas non plus totalement détestée. Après la plume de Tolstoï moi je trouve est vraiment très fluide, donc même si on aime moyen, c'est rare que vraiment on ait du mal à continuer. En tout cas pour ma part je trouve que
Tolstoï, voilà, ça peut être un peu neutre comme livre, un peu nul, mais c'est jamais un livre où tu te dis bon bah je vais m'arrêter là parce que vraiment ça va pas. Mais c'est vrai que j'avais été un peu déçue, je pense que j'attendais autre chose que ce qu'est véritablement Anna Karenine, et c'était ce qui m'avait un petit peu frustrée et un petit peu perdue. Et donc je m'étais toujours dit que j'allais essayer de le relire, et là je l'ai vu il y a pas longtemps dans cette très très belle édition en anglais, et donc je me suis dit que ça pouvait être bien, en tout cas une idée envisageable de le relire en anglais, et donc c'est ce que je vais essayer de faire. Avec ça c'est tout pour les romans, on enchaîne sur les essais, puisque j'ai acheté quelques essais que je vais vous montrer tout de suite. Tout d'abord j'ai acheté un livre de Arendt. Wow, qu'est-ce que c'est surprenant. C'est pas comme si je parlais d'Arendt tout le temps, c'est pas comme si j'étais tout le temps en train de chercher des nouveaux textes d'Arendt que par hasard je n'aurais pas et qui m'auraient échappé. Pour le coup celui-ci m'avait échappé, je ne l'avais pas, alors qu'il a l'air extrêmement intéressant, puisque c'est la crise de la culture. Moi, Arendt, c'est vraiment une des philosophes que je trouve les plus intéressantes, ne serait-ce que dans sa méthodologie. C'est une philosophe de la crise, et c'est extrêmement intéressant de penser le monde par le biais de la crise et d'estimer que les événements dramatiques sont en réalité des crises du système, et donc sont une porte d'entrée vers le système. Voilà, moi je trouve que ce point de départ, cette méthodologie est extrêmement intéressante, et c'est ce qui fait que même si tous les thèmes qu'aborde Arendt ne sont pas forcément mes priorités absolues et des trucs que je trouve fondamentalement intéressants, le simple fait qu'elle ait cette méthodologie si particulière, cette façon d'appréhender le monde et les événements si particulière, me donne envie de la lire. Et puis on va pas se mentir, c'est aussi quelqu'un qui a une façon d'écrire qui est extrêmement percutante et qui est très intelligente, donc voilà. Et du coup, comme vous l'aurez compris, j'aime bien Arendt. J'ai acheté deux textes qui m'ont été directement inspirés par Arendt, ses influences, ceux qui l'entouraient, etc. Puisque j'ai pris Le principe de responsabilité de Hans Jonas, qui est un livre assez connu en philosophie morale, qui parle, comme son titre l'indique, de la question de responsabilité, notion qui moi m'intéresse énormément, parce que quand on s'intéresse à des questions de criminalité, à des questions d'institutions pénales, de système judiciaire, etc., je trouve que la problématique de la responsabilité, qui n'est pas la même que la problématique de la culpabilité, est extrêmement intéressante. C'est d'ailleurs un livre que je voulais m'acheter il y a quelques mois, mais qui, je ne sais pas pourquoi, était en rupture de stock. Je pense qu'il a été réédité, enfin je n'ai pas tout à fait suivi les tenants et les aboutissants de cette histoire. Quoi qu'il en soit, il n'était pas disponible quand j'ai voulu l'acheter il y a quelques mois, mais aujourd'hui il est disponible, donc j'ai enfin pu l'acheter. J'ai donc également acheté cet essai de Carl Schmitt, qui est en fait une réunion de deux textes, donc il y a la notion de politique et la théorie du partisan. Comme vous pouvez le voir à la présence de ce petit élément juste ici qui est un marque-page, c'est une de mes lectures en cours, donc je vous en reparlerai très prochainement, soit dans une vidéo vlog lecture, soit dans une vidéo revue point lecture. Donc je me dis que c'est peut-être pas très utile d'épiloguer sans s'étendre sur les tenants et les aboutissants de ce livre, puisque je vous en reparlerai très bientôt. Donc on continue sur les autres essais que j'ai achetés. Je me suis pris un texte de Lévinas qui est Difficile liberté. Je l'ai pris pour deux raisons. La première est éminemment superficielle, mais j'ai décidé d'être honnête, donc je vais vous la dire. Je trouve les livres biblio-essais, enfin les anciennes éditions biblio-essais de livres de poche très jolis, très belles. Voilà, ce sont des éditions que j'apprécie, donc c'est vrai que dès que je les vois, je regarde quel est le texte, et s'il m'intéresse, je n'hésite pas à les acheter, d'autant plus que là c'était un livre qui était d'occasion, donc je l'ai payé 4 € je crois. Et en plus de cette raison superficielle, ce qui m'a fait acheter ce livre, c'est que c'est un livre qui aborde des questions de philosophie morale et de philosophie politique, qu'il va lier à la question de la religion, et plus précisément à la question de la tradition hébraïque. Et un peu pareil que la responsabilité, la problématique de la religion et l'influence qu'ont eu les religions sur nos systèmes moraux, sur nos systèmes politiques, sur nos systèmes légaux aussi. C'est un thème que je trouve très intéressant. Donc en ce moment je cherche quelques textes qui pourraient aborder cette question, donc je me suis dit que ça pouvait être peut-être intéressant de voir du côté de Emmanuel Lévinas, et c'est ce que je compte faire. J'ai également acheté ce livre-ci qui s'appelle La lutte pour la reconnaissance, et qui a été écrit par Alex Honneth. Alex Honneth, c'est un des membres de l'école de Francfort, qui est une école que je ne connaissais absolument pas il y a encore quelques mois, hein, pour être honnête, mais que je trouve de plus en plus intéressante. Donc je n'hésite pas à aller piocher du côté de leurs ouvrages, parce que c'est souvent très cool, voilà. Et en plus, dans le cas de cet ouvrage, c'est un thème qui m'intéresse beaucoup, parce que la notion de reconnaissance, c'est une notion qui à la base est hegelienne, qui est développée par Hegel, qui est un penseur qui en soi est très intéressant, même si pas très accessible, hein, soyons francs 2 minutes. Et en fait, c'est une théorie qui est très intéressante quand elle est réutilisée à des fins
politique. Alors bon, chez Hegel, il y avait quand même déjà une forme de dimension politique, mais en tant que tel, Hegel, quand il travaille sur la notion de reconnaissance, c'est plutôt sur une question de conscience de soi, d'affirmation du sujet, etc. Donc on n'est pas tout à fait dans de la théorie politique à proprement parler. Mais c'est une théorie qui a été très fructueuse quand elle a été réutilisée dans des cadres d'affirmation de différentes entités, donc d'individus en particulier ou de groupes sociaux. Il y a notamment Simone de Beauvoir qui travaille beaucoup dans son introduction du deuxième sexe, que d'ailleurs au passage je vous conseille, c'est une très très bonne introduction, c'est un texte très intéressant sur la question du féminisme. Beauvoir en fait reprend dans cette introduction cette notion hegelienne de la reconnaissance, et puis plus généralement la théorie hegelienne est très présente dans le féminisme de Beauvoir, ce qui mérite d'être souligné je trouve, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on mentionne très souvent. Pour ma part j'ai lu cette introduction et le premier volume du deuxième sexe il y a pas longtemps, enfin il y a quelques mois, et j'avais trouvé que c'était vraiment une partie qui était très intéressante, et donc tout ça pour dire que quand j'ai vu ce livre et quand j'ai vu ce qu'il se proposait de faire, c'est-à-dire réutiliser cette notion hegelienne de la reconnaissance dans le cadre d'une théorie politique, je me suis dit que ça pouvait être sympa de découvrir ce qu'il avait à dire. Et donc sur ce, nous arrivons aux deux derniers ouvrages dont il faut que je vous parle, puisque ce sont les deux derniers ouvrages que j'ai achetés récemment. Ce sont des ouvrages un petit peu juridiques, vous commencez à comprendre que sur cette chaîne, ce sont des thèmes que l'on apprécie plutôt, voilà. Donc ce sont deux livres des éditions Marais-Martin, qui sont des éditions que j'ai découvertes il y a pas longtemps, et qui vraiment ont des publications très intéressantes. Voilà, donc je n'hésite pas à aller voir ce qu'ils proposent. Et donc j'ai pris déjà Le droit en représentation, qui est un texte qui a été fait par un collectif d'auteurs. D'ailleurs j'en profite pour dire souvent, en tout cas en priorité, j'aime bien regarder des textes qui ont été coécrits, parce que je trouve que ça permet, notamment quand on n'y connaît pas grand chose et qu'on veut s'initier à un domaine, d'avoir vraiment une pluralité d'approches, différentes perspectives, et c'est souvent les textes qui sont les mieux, selon moi en tout cas, pour commencer. Donc là pour le coup c'est un texte qui a été coécrit, et c'est un texte qui aborde la question de la représentation du droit qui a pu avoir, donc de la mise en scène du droit dans le milieu artistique, mais pas que, hein, c'est très général. Alors c'est vrai que c'est pas forcément le thème qui m'intéresse le plus là comme ça, mais je pense que c'est une problématique et des développements et des argumentations qui pourraient potentiellement être mobilisés dans le cadre d'autres analyses, donc j'aimerais bien aller voir ce qu'ils ont à dire sur la représentation du droit et le droit en représentation. Et donc autre texte coécrit par plusieurs auteurs, plusieurs autrices, c'est celui-ci qui s'appelle État de droit et dispositifs juridiques de lutte contre le terrorisme. Comme son titre l'indique de manière assez transparente, c'est donc un livre qui étudie la gestion juridique qui est faite du terrorisme. Là encore, c'est vrai que la question du terrorisme, c'est pas forcément celle qui m'intéresse le plus, là comme ça, pris de but en blanc. Si vous me demandiez une liste des sujets qui m'intéressent, je ne vous citerai pas forcément le terrorisme dans le top de ma liste. Néanmoins, c'est vrai que quand on parle de droit, et quand on parle de droit pénal plus précisément, le terrorisme a quand même été un événement qui a énormément influencé le regard que l'on porte sur ces questions criminelles, sur ces questions de droit pénal, et donc je pense que ça peut être intéressant d'avoir une sorte d'approche un peu générale de ce qui est fait en la matière, là encore pour pourquoi pas travailler ensuite d'autres problématiques. Et donc voilà. Et donc avec ce livre j'ai terminé de vous montrer mes derniers achats. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, même si encore une fois j'ai conscience que c'est pas forcément les vidéos les plus intéressantes. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous aura peut-être permis de découvrir quelques titres. J'espère également vous retrouver très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là tout le mal que je vous souhaite c'est de faire de très très bonnes lectures. Salut!